Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai compris qu'effectivement, le temps presse et que nous devons compresser les présentations. Et pourtant, la mienne ne se prêtait absolument pas du tout à ce type de compression du temps, auquel nous sommes contraints, évidemment, parce qu'il s'agissait en fait de présenter une revue de la littérature sur les études qui ont pour objet l'islam et les musulmans en Afrique subsaharienne. Donc, par définition, c'est une communication longue, mais je vais la synthétiser au maximum. Pourquoi il est utile de faire une revue de la littérature des études sur l'islam au sud du Sahara? Et pourquoi il est intéressant de faire un état de lien en la matière et de tracer les perspectives ou les orientations de recherche qu'on observe dans les universités? C'est important pour démontrer une chose simple et que, faute de temps, je vais vous asséner directement sans passer par des nuances. En réalité, dans le champ académique, parce que c'est le champ académique qui m'a intéressé, je ne m'intéresse pas à tous les discours sur l'islam au sud du Sahara, mais uniquement aux recherches en sciences sociales sur l'objet islam et musulman, ce qu'on appelle Afrique noire. La conclusion est simple, c'est que dans le champ académique, les spécialistes de l'islam, ce qu'on appelle les orientalistes, mais aussi ce qu'on a appelé par la suite les islamologues, et même les spécialistes de ce qu'on appelle aujourd'hui de façon globale Islamic Studies, n'ont jamais pris en réalité l'Afrique pour un horizon de pensée. Et de la même manière, les spécialistes de l'Afrique, de façon générale, dans les sciences sociales modernes et contemporaines, n'ont jamais pris l'islam comme un horizon pour penser le réel africain. Et cette double marginalisation, ce double oubli se voit tout à fait quand on fait une revue de la littérature de façon un peu à la manière d'un miroir grossissant. Donc cette marginalisation de l'Afrique est bien sûr très étonnante parce que, quoi qu'on dise, l'islam est extrêmement important dans le sous-continent qu'on appelle Afrique noire. D'abord, on parle beaucoup, notamment à l'occasion des crises récentes au nord du Nigeria ou au Mali, de l'ancienneté de l'islam sunnite en Afrique. Et on évoque souvent un millénaire, mais c'est un peu plus qu'un millénaire, en fait. L'islam est présent en Afrique depuis un peu plus qu'un millénaire. C'est aussi, disent certains de mes collègues, le continent islamique par excellence en termes de nombre de musulmans en proportion de la population locale. Quand on regarde, par exemple, les ressources statistiques sur le nombre de musulmans en Afrique, on a une incohérence qui revient souvent. Une source, par exemple, qui est très consultée en Occident, qui est le CIA World Factbook, c'est-à-dire les faits et chiffres sur le monde que publie la CIA et qui donne des chiffres qui sont souvent cités et crédibles, on voit que le chiffre de 48% des musulmans en Afrique est donné. Mais en réalité, quand on additionne la proportion des musulmans par pays africain, on tombe sur un autre chiffre qui avoisine les 52 et 53%. Le troisième élément, facteur qui fait que l'islam est une religion africaine dominante, c'est bien sûr un facteur intra-africain. Il est très facile de vérifier qu'il y a plus de musulmans au sud du Sahara qu'au nord du Sahara, tout simplement. Il y a bien sûr plus de musulmans au Nigeria qu'en Égypte, etc. Et il y en a plus peut-être en Éthiopie qu'en Irak. Donc cette idée selon laquelle l'islam est uniquement arabe et il n'est pas africain n'est pas basée sur des données objectives. Et cela rend d'autant plus choquante l'absence d'un intérêt croissant et lourd pour l'étude de l'islam et des musulmans dans le sous-continent au sud du Sahara, Afrique, au sud du Sahara. Et d'ailleurs, il y a un symbole très simple, pour commencer par la fin, en réalité, chronologiquement. Si on regarde une institution comme le Conseil pour la recherche en sciences sociales en Afrique, le CODESEA, on regarde sa production et les recherches qu'il a promis et financées sur une période de 35 ans, ou de trentaine d'années, disons, on se rend compte que la première fois qu'il a publié un livre qui comprend des contributions significatives sur l'islam, c'était en 2015. Bien sûr, cela n'est pas étranger au fait que la religion, de façon générale, a été considérée par les sciences sociales pendant longtemps comme un épiphénomène, comme un facteur
pas comme un facteur clé de l'évolution et du changement social, ce qui, bien sûr, l'actualité s'est chargée de corriger ce cliché. Mais il y a aussi des raisons culturalistes à cette absence de l'analyse de l'islam et des musulmans et des études sociologiques ou politologiques ou anthropologiques de l'islam en Afrique noire. Ce sont des raisons culturalistes. Et ces raisons culturalistes sont de deux ordres. La première série de raisons est liée au fait que les orientalistes, comme les africanistes d'ailleurs, traditionnels, coloniaux et postcoloniaux, ont eu énormément de mal à voir dans l'islam et les musulmans africains un échantillon représentatif de l'islam tout court. On avait du mal à penser que les musulmans africains étaient des musulmans comme les autres. Pour la raison très simple qu'il y avait que le poids des préjugés, notamment raciaux et culturalistes, sur les Africains ne pouvait pas cadrer avec leur caractère de musulmans pour la plupart des orientalistes et des africanistes, chacun pour ce qui le concerne. Donc, et ça, c'est symbolisé par le livre qui a été publié à la fin des années 50 par un Français qui s'appelle Vincent Monteil, qui s'appelle l'islam noir, comme si l'islam devait changer suivant les couleurs des musulmans. Et cette expression d'islam noir, en actualité, va peser sur les 50 années suivantes de recherche sur l'islam en Afrique noire. C'est un véritable boulet qui est traîné par à la fois les étudiants, mais les universitaires intéressés. Son nombre va peser sur la qualité, l'objectivité et la profondeur des relations, des analyses de l'islam en Afrique. Alors, il y avait bien sûr le préjugé culturaliste de base, c'était que l'islam étant une religion des textes, il ne pouvait pas être africain, étant entendu que l'Afrique, comme certains de mes prédécesseurs l'ont souligné à juste titre, c'était une culture orale et que l'islam est une religion du livre. Il y avait aussi des préjugés culturalistes suivant lesquels les Africains ne pouvaient pratiquer qu'une religion où il y avait les trans, les cultes de possession, le fétichisme, etc. Et ce n'est d'ailleurs pas par hasard que, de façon progressive, les études sur l'islam en Afrique noire vont privilégier les syncrétismes, les mélanges entre l'islam soi-disant originel et les cultures animistes ou proto-islamiques en Afrique noire. Et cela paraît dans un exemple, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, je vais donner un exemple qui est frappant, c'est l'intérêt, je n'ai déjà que plus que 2 minutes. Ça va vite. Donc, beaucoup plus vite que je ne le croyais en fait. Donc, alors, je vais citer un exemple qui est frappant, c'est l'intérêt pour l'islam soufi, pour les confréries, pour le culte des saints, pour la relation entre le disciple et les maîtres, pour le wird, pour les incantations, pour les chants religieux. C'était un intérêt croissant qui va peser de façon d'autant plus durable que l'un des pionniers de la recherche sur les soufis et les ordres soufis a travaillé sur la confrérie des mourides au Sénégal. Et c'est un politologue britannique qui s'appelle Donald Cruz O'Brien et qui avait publié 2 livres. Le premier intitulé The Mourids of Senegal en 1971 et qui a publié un deuxième livre en 1975 sur le même sujet. Donc, on va avoir par la suite les anthropologues, par exemple, du Maghreb, comme Gellner ou beaucoup plus tard Geertz, mais certainement Gellner dans sa première synthèse, Muslim Society, il va être obligé de reprendre le seul livre disponible sur l'islam en Afrique noire à l'époque, qui est celui d'O'Brien, et qui met l'accent de façon lourde, 2 ouvrages successifs, sur une confrérie, à savoir la confrérie mouride. Et cette présence dans la littérature anglo-saxonne d'un ouvrage unique qui parle de l'islam africain ou de l'islam en Afrique, tout simplement sous l'angle des soufis, du soufisme, va donner l'image dans les recherches ultérieures qui vont reprendre ces résultats d'une Afrique dont l'islam n'est que confrérique, n'est que syncrétique, et incarné par les rites, par les cultes des saints, par les cultes de possession, etc. Alors, il vous reste 1 minute. Il me reste 1 minute. Et on va quand même voir une progression notable, notamment chez les historiens, avec la publication en 1967 du livre sur le djihad de Sokoto, sur l'émirat de Sokoto, qui a été publié par Murray Last, qui est toujours vivant, qui est un grand historien
un grand historien anglais, qui va publier un livre qui s'appelle The Sokoto Caliphate, où il utilise les sources arabes et les débats théologiques très sophistiqués qui avaient cours chez les djihadistes qui allaient établir l'émirat du Sokoto. Il ouvre une fenêtre extrêmement grande sur la pratique de l'islam en Afrique noire, qui n'a rien à envier à la pratique ou au vécu ou à l'islam savant ailleurs dans le monde musulman. Donc cette fenêtre va être l'opportunité pour les sciences sociales de s'intéresser beaucoup plus aux sources tout simplement islamiques, banalement islamiques qu'on aurait utilisées au Maroc ou en Syrie sur l'histoire de la pratique de l'islam en Afrique. Et bien sûr, de façon croissante, on va continuer à utiliser les sources islamiques de base, comme le fiqh ou comme le corpus qu'a évoqué mon ami Houari Touati, pour faire une histoire tout simplement islamique de l'islam en Afrique noire, et non pas une histoire africaine de l'islam qui serait soi-disant noir. Et il y a un facteur très important. Monsieur le professeur, le temps presse. Voilà, juste pour conclure, pour voir que le changement dans les systèmes universitaires, notamment anglo-saxons, où les étudiants sont de plus en plus obligés d'étudier l'islam africain comme à l'aide d'outils linguistiques comme l'arabe ou comme des langues locales comme le Hausa, nous permet de voir un certain nombre d'études extrêmement novatrices qui tendent à rétablir le continent africain dans l'histoire de l'islam et dans la sociologie de l'islam, dans l'islam comme les autres. Mais bien sûr, l'effort intellectuel reste largement insuffisant et les islamistes, les islamologues, les spécialistes de l'islam ailleurs dans le monde, l'islam central, comme on dit, ne s'intéresse toujours pas de façon suffisante à l'islam en Afrique. Et ça devrait changer. Merci.